Oh mon Dieu, ils l'ont fait! Un épisode sans femme à poil! What? Je ne savais pas que vous en étiez capable, mais c'est cas! Wouh! Première fois qu'on a un épisode où il n'y a pas de nudité quelconque. Ou alors vraiment j'ai loupé un détail rapide, mais je sais pas souvenir une seule seconde qu'on ait un tant soit peu un moment comme ça. Alors qu'ils avaient l'opportunité de le faire à deux trois moments. Je me suis dit, ah tiens, ils auraient pu mettre un petit moment avec une femme à poil là, mais ils l'ont pas fait. C'est bien, c'est mature maintenant. Par contre, on va tuer un personnage important ce coup-ci, hein. On peut pas se passer des deux cas. Mais ouais, donc rapidement, on va parler de Daenerys et Jon Snow une fois de plus. Jon Snow qui continue son chemin avec l'armée de Mormont. Il se retrouve un petit peu à cet endroit où, d'après ce que dit Sam, les premiers hommes étaient. Donc voilà, il est un petit peu pris par ça. On sent que c'est quelqu'un d'un peu plus érudit et ça fait chier le monde. Ça fait chier un peu ses compagnons qui se disent, ouais, qui s'en foutent un petit peu royalement. Et j'aime bien ce caractère chez Sam, c'est très cool. Et il y a une autre garde qui les rejoint, donc ils sont un peu plus nombreux, et ils discutent un petit peu de leur plan pour s'attaquer à un type du nom de Mance. Je pense que c'est un commandant qui est avec le roi d'Outre-Mur, hein, comme il l'appelle. À nouveau, j'ai pas souvenir qu'on ait souvent dit son nom, donc voilà, donc il se prépare un petit peu pour cet affrontement avec une armée de sauvageons qui sont plus barbares, plus violents qu'eux. Et la première chose à faire, c'est de se débarrasser des éclaireurs de cette armée-là, histoire d'avoir un peu l'effet de surprise, de ne pas se faire avoir comme ça, et ils envoient quelques éclaireurs, Jon Snow se porte volontaire, et ça se termine plus ou moins là. Alors, il n'y a pas grand-chose de très notable à dire là-dessus, à part que ça appuie très bien la progression de l'armée. Et c'est cool de voir des petits moments comme ça, où voilà, ça fait progresser un peu les choses, où on sent qu'on n'a pas oublié ce petit truc-là. Et c'était pas mal à ce niveau-là. Du côté de Daenerys, ça va être un peu plus notable en termes d'importance, puisque elle se retrouve donc bien reçue dans le coin, à Caf. Darth, du mal à prononcer ça. Ouh, ouais, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus délicat à gérer pour elle, mais apparemment personne n'a l'air de pressé de voir ses dragons ou quoi que ce soit. Elle s'en occupe tranquillou, en étant bien reçue, dans une bonne suite, etc. Les siens se retrouve à une fête où on mange bien, il y a même certains Dothraki. Je sais que j'ai dû en énerver pas mal, j'essaye vraiment de me souvenir du mieux que je peux, mais c'est vraiment un nom que j'ai énormément de mal à retenir. Dothraki, qui eux songent directement à piller les trucs en or pour pouvoir les revendre. Et surtout, ben, il y a Jorah qui la conseille. On met un petit peu en avant le fait que certaines personnes l'ont remarqué et qu'il avait le béguin pour elle, mais elle s'en rend pas compte parce que oh mais non, mais c'est juste un ami. Je comprends pourquoi on le surnomme Lord Friendzone hein, à ce niveau-là. Et, euh, et ouais, quoi, il y a un petit passage avec un autre type des 13 qui a un peu un visage de mort et ça tombe bien puisqu'il fait partie du clan des non-mourants. C'est pas les undead, c'est les undying. Donc, c'est pas les non-morts, c'est les non-mourants. C'est comme ça que c'est traduit en tout cas dans les sous-titres. Je sais pas, peut-être qu'ils ont un autre terme pour la VF. Et ouais, c'est des gars qui sont un peu portés sur la magie, autour de pierres, des trucs comme ça. C'est pas particulièrement mis en avant tout de suite, mais c'est pour dire que ouais. Vous pourriez vous tourner vers moi à un moment donné, hein, plutôt que vers Xora, le Black qui vous a accueilli. Parce qu'on est plus intéressant, et Xora dit, oh, ça, c'est des tours de magie, etc. Et c'est histoire de mettre en avant certains petits conflits au sein des 13, et peut-être que par la suite, ça jouera un rôle, j'imagine que ça jouera un rôle par la suite. Voilà, sur le coup, c'était histoire d'appuyer ça. Et on finit par se centrer un petit peu plus sur Xora et ce qu'il veut de la part de Daenerys. Et ce qu'il veut, c'est ben, tout simplement l'épouser pour pouvoir partager ses richesses avec elle, affréter des navires, etc. Et régner sur le trône de fer avec elle. Ils auront des enfants, etc. Il a conscience que c'est pas un mariage d'amour, mais ça lui ferait avoir le pouvoir et ils s'aideront mutuellement comme ça. C'est
c'est intéressant cette façon de voir les choses, ce côté un peu pragmatique. Sachant que un truc que j'aime beaucoup aussi là-dedans, c'est le fait que c'est lui qui apprend à Daenerys ce qui se passe, que Robert Baratheon est mort, elle le savait pas, et que il y a vraiment un conflit de plusieurs clans pour avoir le trône. C'est très sympathique de montrer ça, de dire que oui, elle était dans une situation, elle ne pouvait pas trop s'en rendre compte, là où elle est, hein, outre-mer. C'est très cool ça. Et ouais, au début, elle envisage clairement ça, mais il y a Jorah qui dit non, 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 vous vous vendriez, je veux pas que vous fassiez ça. Et il essaye vraiment de faire passer le fait que ouais, vous êtes quelqu'un de bien, de sage, etc., avec une vraie gentillesse, et vous seriez vraiment un atout sur le trône, quelqu'un de vraiment méritant pour ça. En faisant ça, ça ne vous arrangerait pas. Je pense que la meilleure chose à faire, plutôt que d'épouser un mec, parce que j'ai pas envie de vous voir épouser quelqu'un, il le dit pas comme ça, mais on sent qu'il y a un petit peu ce côté-là. C'est d'y aller en mode un peu moins direct, un peu moins mouse. Affrétons-nous juste un navire pour y aller discrètement. Et quand vos dragons seront à terme, ils pourront se charger de tout eux-mêmes. Hein, voilà. Et apparemment, elle suit un petit peu le conseil sur le coup, mais je sens que ça va amener quelques petites difficultés parce que refuser comme ça cette offre alors qu'on est dans une cité où les dragons semblent intéresser quand même les gens, je sens qu'il va y avoir des complications pour sortir de là. En tous les cas, oui, c'était très intéressant, ça poursuivait bien la chose. À nouveau, je trouve que ça a été moyennement amené dans l'épisode précédent, mais là, c'est bien poursuivi. Vraiment, bon petit moment autour de Daenerys. Bon, maintenant on passe à l'intrigue principale avec l'espèce de... avec le fils de Stannis, version ombre, qui attaque le camp. Et alors, juste avant ça, on a un petit dialogue entre Catelyn et Renly, et qui ont attendu un petit moment, hein, semble-t-il, pour décider un petit peu des termes de leur alliance, si elle était possible. Et ouais, c'est que maintenant qu'ils en discutent. Oui, d'accord, nous avons un but commun, votre fils ne veut pas le trône, il veut juste être considéré comme roi du Nord, avoir son propre territoire où il régnerait, et d'accord, ça a l'air bien parti pour, mais... C'est à ce moment-là que le destin frappe, et par le destin, je veux dire... le représentant de la lumière sorti du ventre de sa prêtresse qui s'infiltre dans la tente et bute Renly rapidement comme ça. Voilà, il aura duré 2 minutes dans l'épisode. Ça se surprend un petit peu, hein, je m'attendais à ce qu'il dure plus longtemps. Et ouais, quoi, c'est assez grave, d'autant plus qu'il y a seulement Catelyn et Brienne qui sont présentes. Donc, au moment où on apprend que le roi est mort, les soldats se disent, bah, ça doit être Brienne qui l'a tué, hein. Elle est là, l'arme au poing devant lui, ça doit être elle. On va pas se dire que c'est une ombre qui est sortie de nulle part et qui est repartie juste après. D'ailleurs, cette ombre-là, cette espèce d'enfant de Stannis, il existe encore. Il obéit bêtement au doigt et à l'œil à la sorcière qui s'appelle au passage Mélisandre. Un nom de sorcière typique, hein, ou de fée. C'est l'un ou l'autre, sorcière ou fée, Mélisandre. C'est pas super original, je trouve. Et bon, ça contredit un petit peu la théorie super rapide que j'avais émise avant. Dans l'épisode précédent, j'y croyais à moitié, mais c'était juste histoire de dire ah tiens, peut-être que. Hein. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'auront repris dans les commentaires de l'épisode précédent. Oh, comment il a pu envisager ça, c'est n'importe quoi. Et bah ouais, je me suis tenté. Enfin, si ça se trouve, je ne me trompe pas, peut-être que c'est un faux nom, hein, Mélisandre. En tous les cas, ouais, apparemment, cette ombre obéit à Mélisandre. Et surtout, maintenant, Renly est mort, ça a amené pas mal de complications, de changements, hein, ça c'est sûr. Déjà, Brienne et Catelyn sont un petit peu obligées de fuir en catimini parce que elles auront beau essayer de défendre leur cause, ça va être difficile à faire croire, ça. Et maintenant, les soldats de Renly, la plupart des soldats de Renly vont devoir se soumettre à l'autorité de Stannis, se rallier à Stannis. Et maintenant, Stannis a une putain de grosse armée de la mort qui tue, hein, c'est lui le plus fourni. Et ouais, ça se passe très mal. D'autant plus que, sans être vexant quand même, il me semblait qu'une grosse partie de l'armée venait de la famille
de Loras et de sa sœur. À nouveau, je me souviens pas du nom de sa sœur. On ne doit pas le dire souvent ce nom-là en plus. De leur famille, donc, il me semble que c'est un peu pour ça qu'il a fait une alliance avec cette famille-là. Et pourtant, maintenant, on appuie que la grosse partie des troupes, la grande majorité des troupes, se rallient à Stannis. Alors qu'ils n'ont pas de raison particulière de le faire, puisqu'ils ne sont pas liés à la famille de Loras. C'est un petit détail. Je trouve peut-être que c'est moi qui ai mal suivi un truc. J'ai le sentiment qu'ils auraient dû un petit peu mieux expliquer ça, quoi. Mais ouais, donc il y a Loras et sa sœur qui doivent se barrer, en dépit du fait que Loras a envie de se venger tout de suite. Ah, il y a cette envie de vengeance qui est montrée un peu rapidement, qui est intéressante hein, de la part de Loras et aussi de Brienne, j'y viendrai dans 30 secondes. Mais voilà, Loras se dit, ouais, il faut que je bute Stannis. Et il y a Baelish pour une raison X, sur le coup, je sais pas trop pourquoi, qui se rallient un petit peu à leur côté en leur disant oui, le mieux à faire pour vous, c'est de vous barrer et de songer à quoi faire après. Hein, c'est bien de vouloir se venger, mais il faut être intelligent pour ça. Croyez-moi, j'ai de l'expérience à ce niveau-là. Et ouais, Loras finit par être convaincu, il se retire pour l'instant et il laisse Stannis avec sa grande victoire. C'est pareil pour Brienne qui a été obligé de se barrer avec Catelyn. Catelyn qui lui promet de la laisser se venger, de lui permettre l'occasion de se venger de Stannis dès lors que les choses lui permettront. Et, Brienne qui jure allégeance à Catelyn parce que maintenant elle peut plus jurer allégeance à Renly. On sent qu'elle avait vraiment une affection particulière pour Renly et c'est dommage, j'aurais pas été contre qu'on l'appuie un peu. Parce que, à part le fait qu'on l'a vu dire, ah, je souhaite vraiment être dans votre garde personnelle, et où Renly a dit oui, il n'y a pas eu grand chose d'appuyé par rapport à ça. Alors qu'on sent qu'elle a vraiment une affection particulière pour lui. Est-ce que c'est parce qu'elle était amoureuse de lui? Je sais pas, c'est pas grandement appuyé quoi, mais et on sent que l'actrice, à nouveau, essaie de tout faire passer par rapport à ça. C'est un petit manque de temps. Et ça me fait aussi déplorer un petit truc que j'avais repéré dans les épisodes précédents où on a forcé un petit peu le trait sur le fait que Renly ne rendait pas sa femme heureuse au lit parce que bon, il est gay. Et si c'est pour finir comme ça, je vois pas pourquoi on a autant insisté sur ce petit problème-là. Oh, si vous ne faites pas d'enfants, le peuple vous verra mal. Mais à aucun moment donné, on a appuyé ça en dehors de ce petit discours lorsqu'ils ont essayé d'avoir un enfant, quoi. Et je sais pas. Déjà que je trouvais ça un petit peu expédié dans l'épisode. Il y a 2 épisodes de ça. Maintenant qu'il est mort, Renly, et qu'on passe un petit peu à autre chose, hein, qu'on va suivre les retombées de ça, je me dis. Pourquoi? Pourquoi vous avez un petit peu insisté là-dessus? C'est un petit détail, c'est pas grave, mais ouais. Enfin bref, quoi, Brienne maintenant suit un petit peu Catelyn et j'imagine va combattre dans l'armée de Robb maintenant. Et c'est plutôt intéressant, un bon développement de personnage. Là, il y a vraiment les retombées par rapport à la mort de Renly. En dépit du fait que ce soit rapide, parce que oui, on m'a repris là-dessus lorsque j'ai parlé de la mort de Stark, d'Eddard Stark, pour dire ouais mais tu sais, t'attends pas à des morts ultra épiques, etc. Ça veut montrer la cruauté de la vie, etc. Je sais pas trop. D'un côté on montre des trucs super excessifs dans le gore, dans la violence, et dans la magie aussi, parce que ouais c'est quand même c'est quand même du fantastique. Et à côté on essaye de faire pas mal de morts très paf comme ça, où sur le coup, en tout cas, on ressent moyennement la force de la chose. En tout cas, je l'ai moyennement ressenti du côté de Stark. Hein. J'ai ressenti quelque chose par rapport au côté enfoiré de Joffrey, c'est clair et net. Hein. Ça me cimentait bien le personnage de Joffrey, mais le personnage de Stark, d'Eddard, j'ai pas trouvé que ça le cimentait particulièrement. Hein. Honnêtement, hein, sa mort, je le redis, j'imagine que ça aurait plus marqué si j'avais pas su qu'il devait mourir à un moment donné, mais même, je pense pas que j'aurais été éberlué par ça. Hein. Voilà, c'est une mort assez pauvre pour un personnage aussi important pour moi. Et ouais, vous pouvez me parler de la réalité de la vie, mais c'est pas une série super réaliste non plus, faut pas exagérer. Le côté cruel réaliste, ça marche une fois sur deux hein, dans cette série, je trouve. Hein. Enfin bon.
c'est pour revenir là-dessus, à nouveau, c'était tout à fait correct comme mort hein, pour Eddard, mais on aurait pu faire mieux, hein, je le redis, je le pense. Et c'est pas parce que je savais qu'il allait mourir que ça ôte ce problème-là pour moi. Voilà, je voulais pas en dire plus, c'est dit. Il y a eu des bonnes défenses par rapport au fait au pourquoi il dit rien, et je comprends un peu ça. C'est juste, ouais. Et là, c'est un peu pareil pour Renly, quoi. J'apprécie beaucoup les retombées de sa mort. Mais la façon dont il mord comme ça, un petit peu comme une merde pris par surprise, ouais, pour quelqu'un auquel je m'étais un peu attaché, que j'avais un peu appris à connaître, je trouve ça un petit peu un chouïa décevant par rapport à ça. Et vous allez me dire que c'est le principe de la série, on tue sans vergogne des personnages, qu'on les aime ou pas. Ok, ben, c'est un principe que je trouve pas ultra attirant à titre personnel. Attendez-vous pas à ce que je sois subjugué par cette façon de faire, même si c'est voulu. C'est dit, hein, je le dis comme ça, je le dis comme je le pense. Et ce qui arrive à rattraper le coup, surtout dans cet épisode, c'est la réaction des gens, ceux qui pleurent cette mort. Et j'avoue qu'il y a eu pas mal de bonnes réactions intéressantes de la part de Brienne, de la part de Loras. C'est vraiment pas mal. Et sait-on jamais, ça reviendra sur le tapis, ce besoin de vengeance, cette perte ressentie, je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose de très poignant par rapport à ça. C'est juste le moment précis où, pour moi, c'est pas extraordinaire. Honnêtement, c'est le seul vrai problème que j'ai avec cet épisode, quoi, qui appuie donc la façon de faire de la série, globalement, c'est ça, quoi, la mort ultra rapide de Renly. Le reste, pas trop de problème. Du côté de Stannis, il y a son commandant qui a vu donc Mélisandre à l'œuvre et qui lui dit ouais, ce serait bien que vous m'écoutiez, elle n'est pas forcément digne de confiance, mais Stannis fait la sourde oreille pendant un petit moment, mais finit par écouter en disant ouais, ce serait bien que vous n'amiez pas Mélisandre lors de vos conquêtes, vos prochaines conquêtes, parce que il faut que ces victoires soient un petit peu à vous. Vous avez vaincu votre frère, maintenant faut que vous concédiez rien à cette sorcière, parce que c'est pas impossible que elle vous domine. Et apparemment, Stannis a fini par écouter, il se dit ok, je fais ça sans Mélisandre. Mélisandre qui n'est pas là, je suis sûr qu'elle le prendra peut-être mal quand elle aura vendu ça. Voilà, c'est histoire de montrer un petit peu que Stannis a quand même une certaine fierté et se laisse pas encore totalement faire par Mélisandre. Même si, honnêtement, je sens que Mélisandre va tirer son épingle du jeu à un moment donné, cette femme. Hein. Elle s'est bien démarquée, je sens qu'il va y avoir un truc assez fort avec cette femme. Et ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui est développé par rapport à ça, à part que maintenant, Stannis est prêt, et c'est lui et son armée qui vont poser le plus de problèmes au Lannister, en dépit du fait que Robb soit dans son coin. Et j'ai pas l'impression que Stannis va être un grand personnage récurrent qui durera plusieurs saisons. Hein. J'ai le sentiment que, genre, à la fin de cette saison, voire début de saison suivante, on en aura fini avec lui. Hein. Je sens que la lignée des Baratheon va pas durer super longtemps. Va pas durer une grande partie de la série au total. C'est une impression que j'ai. Hein. J'avais quelques espoirs pour Renly parce que j'aimais bien ce personnage. Ça c'est un truc. Les meilleurs rois meurent premiers, semble-t-il. Je pense que c'était le plus apte à gouverner, enfin le plus sympathique à voir au trône parmi les prétendants, mais bien entendu, il faut qu'il meure, lui, évidemment. Donc ouais, Stannis, je pense pas qu'il fera très long feu. Hein, il durera un petit moment, mais je pense pas qu'il fera très long feu à titre personnel. Si ça se trouve, je me plante. Si ça se trouve, il va rester jusqu'à la fin de la série. Hein. Sait-on jamais. Mais ça m'étonnerait. Du côté de Port-Réal, on est un petit peu inquiet du fait que Stannis maintenant ait soulevé autant de troupes et soit autant en supériorité numérique. Et il y a la reine qui dit que le roi a déjà prévu quelque chose, hein, mon fils a déjà prévu quelque chose. Et elle veut pas en parler à Tyrion, parce que merde. Manque de confiance, hein, on n'a pas envie de te confier quoi que ce soit, et donc il va utiliser le lien qui s'est créé avec le cousin qui couche avec sa sœur dans l'épisode précédent pour être au courant de ça, et ce qu'ils ont prévu pour défendre le palais et s'en prendre aux armées de Stannis, c'est du feu grégeois, comme ils l'appellent.
Et ce feu grégeois, c'est une espèce de concentré qui est très similaire au feu des dragons, qui peut tout brûler, même l'acier. Et ouais, ils en ont produit en masse, genre en masse. Il y a des milliers de pots une fois qu'il vient se renseigner. Et ouais, il y a une certaine inquiétude de la part de Bronn qui se dit ouais, c'est bien beau de faire ça, mais avec des hommes inexpérimentés, surtout que la plupart des hommes de talent sont sur le champ de bataille avec Tywin, ça risque de mal tomber et de brûler pour réel ce truc. Et il a un petit peu raison, enfin il trouve qu'il a un petit peu raison, Tyrion, et c'est pour ça qu'il dit maintenant faites plus ça pour ma soeur, faites-le pour moi. Hein, en parlant au mec, au vieil alchimiste qui se charge de ça. Au passage, il n'a pas d'apprenti ou quoi que ce soit. Ça veut dire que, ouais, il va pas tarder à crever, ce mec de vieillesse, et il y aura plus rien, il y aura plus personne pour gérer ça. On devrait prendre des apprentis pour ce genre de truc, pour poursuivre ce genre de voie, mais non. Hein. Apparemment, le mec, il est déjà à ses 70-80 balais, il va pas tarder à crever, et après, ben, toutes ses connaissances partiront avec lui, semble-t-il. Alors, je sais pas, il y avait d'autres personnes, mais elles n'étaient pas présentes. Peut-être. Enfin, voilà. Tyrion dit au mec faites maintenant ce feu grégeois pour moi. Et je sais pas exactement ce qu'il prévoit en faire, comment il compte gérer les choses, comment il compte le convaincre un petit peu, parce que bon, je sais qu'il y a un côté jeu de pouvoir, mais là, il va être direct contre les ordres de la reine et du roi sur ce truc-là, et ça risque de ne pas être bien vu, hein. Vraiment pas bien vu. On verra un petit peu par rapport à ça, pour l'instant ça s'arrête là. Il y a eu une petite scène autour de Tyrion que j'ai bien appréciée, où il visite un petit peu le village, les habitations des petites gens aux alentours du château, et où il assiste à un discours public qui traite le roi Geoffrey de, comment il s'appelle, le roi pourri. Ouais, c'est pas mal, mais je trouve que roi connard ça passe mieux. Et donc il dit ouais, il y a pas, c'est difficile de contester ça, mais il parle après du singe démoniaque qu'il manipule. Ah, de qui il parle? Je crois qu'il parle de vous, messire Tyrion. Hein. Merde. Je suis pas un singe démoniaque. Hello. Ça, c'est un truc que j'aime bien par rapport à ça, parce que énormément de gens dans ce cas, l'aurait super mal pris et aurait fait décapiter ce type ou l'aurait puni. Lui, il se dit oh, je suis un peu vexé, merde. C'est comme ça qu'on me voit. Il croit que c'est moi qui manipule tout, j'essaye de les aider, merde. Et c'est comme ça qu'il le voit, quoi. Il est un petit peu vexé, mais il va pas non plus dans l'énervement le plus total ou quoi que ce soit. C'est ce genre de petite réaction que j'aime beaucoup chez Tyrion, qui le démarque vraiment de la quasi-totalité de sa famille, en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. En tous les cas, ouais, c'était un bon petit moment autour de Tyrion à Port-Royal. J'attends de voir comment ils vont gérer cette histoire de feu grégeois sur le coup, mais ça peut promettre. Alors, il nous reste deux petites choses à voir. Déjà, du côté de Théon. Théon, oui, il y a énormément de choses, énormément d'éléments, énormément de détails. Il y a beaucoup de personnages qui sont repris, à part Robb et Jaime. Je pense qu'à part Robb et Jaime, on revoit tout le monde dans cet épisode. C'est vous dire à quel point ça est loin. Et Mélisandre, on la voit pas dans cet épisode aussi. Et oui, si c'était déjà beaucoup d'acteurs qu'on reprenait, c'était peut-être un petit peu trop de la reprendre, elle. Elle était peut-être un peu fatiguée après avoir donné naissance à cette espèce de poussière démoniaque. C'est pas impossible. En tout cas, du côté de Théon, il s'apprête un petit peu à être capitaine du navire qu'on lui a assigné et personne l'écoute, tout le monde le traite comme une merde. Il y a sa sœur qui le voit de haut, disant ouais, moi je vais m'occuper d'une vraie flotte de 30 bateaux, il me respecte pas toi parce que t'es pas de la famille, blablabla. C'est... honnêtement, j'ai très peu d'estime pour les Greyjoy dans cette histoire. Hein. C'est une espèce de façon de traiter le leur comme une merde alors que c'est eux qui ont décidé de le laisser au Stark à la base, il le dit lui-même. Et c'est là qu'on voit discuter avec le second de son navire, qui suggère plutôt que d'aller capturer des petits villages de pêcheurs, d'aller capturer un village un petit peu plus prestigieux qui sera pas loin de Winterfell. Et donc ça attirera l'attention des Stark.
Et il voit ça comme une bonne opportunité, Théon. Alors je sais pas pourquoi son second lui suggère ça, et j'avoue que j'ai du mal à saisir totalement l'intention. Est-ce que l'intention c'était de se mettre en avant, de mettre en avant la petite flotte qu'il a, de façon à prouver des faits d'armes auprès de sa famille, donc en battant les Stark qui sont pas loin, dirigés par Bran, ou est-ce qu'il veut faire ça pour attirer l'attention des Stark de façon à ce qu'ils soient plus rapidement sur le qui-vive par rapport à l'attaque des Greyjoy? J'avoue que sur le coup j'ai du mal à saisir son intention. Parce que bon, maintenant que je me revois un petit peu la scène où il essayait d'écrire une lettre à Robb pour le prévenir de l'attaque des Greyjoy, faut savoir que je pense qu'il aurait été repéré pour ça. Je pense que s'il avait essayé d'envoyer cette lettre, il aurait été repéré. Donc si ça se trouve, il pense encore à se mettre du côté de Robb par rapport à ça, et c'est un peu ce qu'il voulait mettre en avant en faisant cette attaque-là. Je sais pas. Sur le coup, j'avoue que je pige pas trop ce que veut Théon. Et c'est intéressant, j'apprécie ça. On verra ça dans l'épisode suivant, j'imagine. Enfin bref, du côté de Bran, on le voit gérer certaines doléances du peuple, et c'est intéressant, on le voit qu'il a un petit peu gagné en sagesse par rapport à la dernière fois qu'on l'a vu faire ça dans la saison 1, où il avait du mal à se concentrer sur ces trucs-là. Là, il fait gaffe, il se dit, ouais, j'écoute ce qu'il a à me dire, je pense un petit peu à ce que le royaume peut se permettre de faire pour ça, et c'est très intéressant de voir cette évolution-là, tandis que son petit frère n'en a rien à foutre, il reste dans son coin à casser des noix. Je ne sais pas pourquoi il est resté sur cette table à casser des noix, pourquoi il pouvait pas le faire ailleurs ce connard, mais c'est histoire de dire, ouais, le petit frère il est là. Ok, c'est pour montrer le contraste entre le petit frère qui en a rien à foutre et Bran qui lui en a quelque chose à foutre. C'était quand même pas mal de le montrer avoir évolué après quelques épisodes. Après tout ce qu'il a enduré. Après ça, il a vendu du village qui a été assiégé par donc les hommes de Théon, j'imagine. Enfin, les hommes de Théon, ils le suivent moyennement pour l'instant, mais bon, on verra un peu ce que ça donne. Et il se dit, ouais, il faut envoyer tout ce qu'on a disponible ici à Winterfell pour pouvoir les attaquer. Alors, peut-être que c'était une manœuvre aussi. Peut-être que c'était une manœuvre pour faire en sorte que tous les hommes à Winterfell soient partis afin qu'ils prennent Winterfell d'assaut. Je ne sais pas à nouveau. C'est intéressant, on verra un peu ce que ça donne. Enfin bref, tous les hommes sont partis. On a une petite scène rapide entre lui, le mec qui arrête pas de le suivre, qui a du sang de géant, d'après ce que j'ai compris, Hodor, et la femme avec qui il discute depuis le début. Je ne me souviens plus de son nom encore. On montre qu'il y a un début de relation qui s'est créé, qu'il y a du temps qui s'est passé par rapport à ça. C'est cool de montrer ces relations qui évoluent un peu et voir comment il y a une espèce de petite complicité entre eux qui s'est formée. Ensuite, il nous reste à parler d'Arya. Il me semble qu'après ça, on aura fait le tour. Comme je l'ai dit, beaucoup de choses à dire, qui sert donc Tywin pour tout ce qui est nourriture et boisson en fait. Et vraiment cette série est assez forte pour montrer tout ce qu'elle doit endurer et la force d'esprit qu'elle a pour ça. Parce qu'elle essaye vraiment de se faire discrète en servant tous ces pontes qui discutent un peu tactique autour de Robb et de ses victoires, en essayant vraiment de se la jouer de pas se faire remarquer. Même quand il y a Tywin qui lui demande d'où elle vient, elle essaye un petit peu de la jouer, je suis inférieur à vous, tout en affichant un tout petit peu que hey, j'ai eu un ressentiment envers vous assez fort, vu que votre famille a tué mon père. Et c'est vraiment pas mal, j'ai beaucoup apprécié ça. Il y a une scène après où une fois qu'elle a fini de les servir, je sais pas, elle est libre de se balader comme elle veut dans tout le camp maintenant, semble-t-il, et où elle rencontre l'homme qu'elle a sauvé de sa cage il y a un ou deux épisodes de ça, qui en fait était un soldat de ce camp, un soldat des Lannister. C'est pour ça qu'il était capturé, semble-t-il. Ou bien il se fait passer pour un soldat. Dans tous les cas, ouais, ils discutent entre eux, on voit qu'il y a une espèce de dette qu'il a envers elle, donc il ne la dénoncera pas, même si je vois pas pourquoi il la dénoncerait
Typiquement, je veux dire, il n'est pas censé savoir qui elle est. Ah oui, il n'est pas censé savoir que c'est Arya, fille de Eddard Stark, etc. Donc, et, euh, il lui promet quelque chose pour payer sa dette. Tu as sauvé 3 vies, moi et mes 2 compagnons, qu'on ne voit pas dans cet épisode, ou alors rapidement, j'avoue qu'ils m'ont pas trop marqué ces 2 rustres-là. Et donc, pour payer ta dette, je vais payer 3 vies. Nomme 3 noms, et ben je me chargerai de donner leur mort. Et donc, on s'attend un petit peu à ce qu'au bout d'un moment, elle désigne Geoffrey, ça c'est sûr. Mais bon, au début, il y a un côté un peu pragmatique de sa part en se disant ouais, je vais pas demander ça tout de suite. Tu vois le mec qui nous a torturés, est-ce que tu pourrais te charger de lui? Et il se charge de lui. Voilà, on montre une petite ellipse et ça se termine l'épisode avec le mec chargé de la torture, hein, qu'on avait vu dans l'épisode précédent, et qui meurt grâce à l'homme. À nouveau, il n'y a pas de nom, il se fait appeler l'homme, et il parle de lui à la 3e personne. Donc c'est un peu particulier. L'homme ou un homme, à nouveau, hein, c'est très particulier, hein. D'où il tient ce tic de langage, je ne sais pas. Peut-être qu'on en apprendra plus sur lui, nous verrons bien. Mais voilà, quoi. Un homme a tué le tortureur, le tortionnaire, c'est mieux tortionnaire, hein, c'est plus français, le tortionnaire, et ça se termine là, Arya qui sent qu'elle peut lui faire confiance, et je sens qu'il il va demander un 2e nom un peu plus compliqué, et en 3e nom ça va être genre Geoffrey Lannister. Et, et je sais pas s'il acceptera un homme ça, hein. Nous verrons bien. Ou alors vraiment il a une parole d'honneur sans faille et il essaiera de le tuer sans y arriver ou un truc comme ça. Je sens que Geoffrey tombera pas facilement. Je sens qu'il faudra attendre un petit peu avant qu'il tombe celui-là. Mais quand il tombera, putain, ça me fera plaisir. Il y aura une vraie satisfaction qui se ressentira. Dans tous les cas, c'était un très bon épisode. Très bon épisode, des micro-trucs vraiment dont j'ai parlé qui sont plus en lien avec l'ambiance globale de la série, mais globalement très bon épisode, bien foutu, chaque personnage évoluait de façon prenante, j'étais vraiment pris dedans, et même si oui, la mort de Renly allait un peu vite pour moi, vraiment les retombées par rapport à ça ont été bien gérées, j'ai vraiment grandement apprécié ça. Un nouvel épisode excellent dans cette saison 2, et j'espère que ça se poursuivra par la suite. À bientôt pour l'épisode 6, bye.